Téléphone qui vibre. Ah. Salut tout le monde, bienvenue aux Agents Libres. Avant-dernier épisode de la saison régulière, en fait. David, comment ça va? Ça va bien, toi, JF? Ça va très bien. Un peu dans le rush aujourd'hui. Grosse journée au boulot, mais on s'en sort. On a un invité aujourd'hui, parce qu'on a parlé au début de la saison, mais il est venu nous en jaser pas mal aussi. Il a parlé plus de lui, on a jasé de basket, on a jasé un peu paquet d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, moi et Corb, on avait envie de recevoir encore Kevin Vallée pour jaser basket. Fin de saison, playoffs qui s'en viennent. Playoffs excitantes, en fait, là, cette année. Il y a beaucoup... tu sais, Corb, tantôt, tu me disais que tu es relancé dans la NBA, mais on a du monde autour de nous autres. Là, un Fred Etier, par exemple, là, qui jamais j'aurais pensé qu'il triperait NBA, puis il tripe vraiment NBA. Fait que ça, c'est quand même cool à voir. Corb, tu vois-tu quelque chose, toi? Ouais, j'ai un petit vodka au pétillant. Quand t'as pas soif, mais qu'il faut que tu boives, c'est ça que tu moi, je suis allé avec une petite Amsterdam aujourd'hui, là. Petite bière de soif de notre chum de Sir John. La dernière que j'avais dans le frigidaire. Fait que, moi, j'ai pas soif. C'est correct. T'as un horaire chargé, Kevin, moi? Quand même, je te dirais plus la fin de semaine. La semaine, c'est assez relax, mais quand vient le temps de la fin de semaine, ça roule en maudit, puis je te dirais que je fais des siestes la nuit, puis je dors le jour, souvent. Mais c'est ça, là, juste parce qu'on t'a, puis j'ai vu les annonces, nouvelles programmations, mais parle-nous donc, là, depuis la dernière fois, tu as eu ce qu'on peut appeler une promotion, mais tu es rendu avec ton émission au 91.9. Parle-nous de ça un peu. Oui, quand la programmation du week-end était proche de sortir, ça faisait une couple de fois que moi et les patrons, on parlait de mettre notre podcast en ondes à Alley-Oop 360. Ça faisait un bout qu'on voulait le repartir, puis on voulait faire ça en collaboration avec le 91.9. Puis les patrons étaient super ouverts à l'idée, même qu'ils ont décidé d'en faire une émission en tant que telle. Donc là, c'est pas notre podcast qui est diffusé en ondes. C'est notre émission à nous autres, en ondes au 91.9 Sport, samedi, dimanche, 14-15 heures. C'est super cool, puis c'est quand même disponible en podcast sur Spotify, puis Apple, puis tout ça. Fait que c'est super cool. Je peux animer une émission de basket, puis donner une voix à bien des gens. Puis en plus de ça, outre le basket, le matin, le samedi, dimanche, j'anime une autre émission. Dans le fond, on est deux animateurs, François-Xavier Bénard et moi. C'est une émission jeune, puis on parle de hockey surtout, mais vraiment, on garde, surtout dans le bloc actualité, on parle de tout. C'est super, super cool. Puis les nouveaux défis de fin de semaine, là, j'adore. C'est parfait pour cette année. Mais félicitations. Ouais, c'est vraiment cool. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu disais que tu n'étais plus avec dans les coulisses. Puis tout d'un coup, je vois ton nom apparaître. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Tu sais, dans la vie, avec la pandémie, ça prend un petit peu d'argent. Et puis... considérant que j'avais un 2 mois avant de retourner, en fait, de déménager à Montréal, à cet endroit-là, j'aurais pu me trouver un travail. Je me suis dit, je vais recommencer avec dans les coulisses, je vais faire une couple de textes. Puis finalement, j'ai décidé de rester parce que tu peux pas demander mieux que pour un job. Oui. Je veux dire, c'est le fun, mais surtout, j'ai un horaire tellement flexible, je suis bien payé. J'écris sur le hockey. Qu'est-ce que tu veux plus? On garde ça pour l'instant. Puis formule gagnante. On verra c'est quoi les autres inputs d'argent plus tard. Ah ouais, très cool. Content pour toi. Merci. Saison de basket. Parle-nous donc des Raptors. On va commencer ça avec ça. Parle-nous des Raptors, fin de saison, puis c'est ça. Fin de saison, playoff. Un peu. Écoute, les Raptors avaient ce qu'il faut pour aller loin, je pense. Seulement Pascal Siakam a eu un problème assez majeur de confiance. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a fait en sorte que Toronto a perdu en série contre les Celtics. Parce que Lowry performait, Van Vliet performait, puis vraiment tout le monde donnait un peu la condition à laquelle tu t'attendais, peut-être à part Marc Gasol, mais Marc Gasol a quand même son impact défensivement. Je veux dire, dans la bulle, les 8 derniers matchs de la saison ont été nommés sur l'équipe étoile défensive par les entraîneurs. Donc, il y a eu son impact quand même. Mais offensivement, ça ne fonctionnait pas. Puis Pascal Siakam, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, personne ne le sait, mais il a oublié comment tirer un ballon de basketball. Il a perdu totalement sa confiance. Puis c'est triste, mais
je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sincèrement, personne ne peut le savoir. Ça a vraiment été... je pense que le mettre dans ce rôle-là de numéro 1, de closer en tant que tel, un gars qui doit performer à la Kawhi Leonard en série l'année passée, ben c'est dangereux pour un gars qui n'a pas autant d'expérience. Il n'est peut-être pas prêt à ce défi-là. Il y a quelques années, il a gagné le joueur le plus amélioré. C'est sûr que tu crées un hype autour de ce joueur-là. Mais là, on va le dire en bon québécois, il a choqué. Ben ouais, mais tu sais, il a quand même bien été nommé sur l'équipe, la deuxième équipe étoile de la NBA, All-NBA Second Team pour la saison régulière. Faut pas l'oublier, il a bien fait en saison. C'est pas ça le point. Le point, c'est vraiment qu'en série, ça n'a pas fonctionné. Puis, on parle quand même justement d'un gars All-NBA Second Team, d'un joueur étoile. C'est seulement que un gars de même, c'est pas un créateur de tir. C'est pas un gars que tu peux dire, va-t'en en ligne de 3 points, crée-moi un tir, puis close-moi le match. C'est pas un gars de même, puis tu peux pas lui imposer, surtout à sa première année en tant que gars qui n'est pas option numéro 2 ou 3. Puis tu peux faire l'argument qu'avec Kawhi, Laurie, VanVleet, il était le 4e certains matchs. C'est un peu injuste, tu sais. C'est pas un gars de même. Puis je pense que ne pas être en mesure de tirer comme il fait d'habitude, ça l'a fait en sorte qu'il n'y avait plus de confiance, même proche de l'anneau. Puis c'est ça qui est dangereux. Je suis un nouveau fan de basketball, là, je l'avoue. J'ai commencé à Jurassic Park l'année passée. J'ai regardé plusieurs matchs là, des séries des Raptors, la série qui se sont fait sortir. Puis on voyait qu'il n'y avait pas de confiance, mais on dirait qu'après ça, je ne sais pas si c'est moi, mais il travaillait moins fort vu qu'il n'y avait pas confiance. Puis, je sais pas, c'était flagrant que ça allait pas bien pour lui. Le coach a décidé de le garder sur le terrain parce que tu live and die avec tes joueurs, et surtout au basket, là. Fait que, non, c'est ça. Au basket, tu n'as pas le choix, là. Autant tu peux te rappeler quand Dwayne Casey a été fired par les Raptors, ben, la relation avec DeMar DeRozan avait un petit peu été brisée parce que ça faisait des années que c'est un gars qui, sans vouloir dire choqué, parce que c'est quand même rough comme mot, c'est un gars qui ne performait pas à la hauteur des attentes en série. Là, il y a eu des trucs qui se sont passés sur le terrain, puis on dirait que la relation est un peu brisée entre les deux. Tu veux pas faire ça. Nick Nurse, il est là pour les 20 prochaines années, selon moi, là, à Toronto. C'est un gars qui peut rester pendant des années, être l'un des meilleurs de toute la NBA. Il a signé un beau contrat, justement, pour plusieurs années. Je pense pas que le terme est sorti, mais c'est 8 millions de dollars. 8 millions par année, qu'il met le 5e mieux payé des entraîneurs de la NBA. Puis je pense que c'est représentatif. Là. Je considère qu'avec, disons, Greg Popovich puis Brad Stevens, c'est probablement dans le top 3 de la NBA pour les entraîneurs. Tu peux pas te permettre ça. Tu sais, Pascal Siakam, tu devais quand même lui donner des tirs. Par contre, t'es choisi mieux, me semble. Tu sais, tu vas peut-être lui donner d'autres possessions, tu vas peut-être pas lui donner les plus grosses. Puis, tu sais, Siakam, c'est lui qui a pris le dernier tir dans le match numéro 7, c'est pas quelque chose qui aurait dû se passer, selon moi. Pas avec les séries qui connaissent ça. Mais ça, c'est en tant qu'observateur. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui se passent sur le banc, dans l'équipe, qu'on peut pas nécessairement savoir, mais c'est comme ça que j'ai perçu ça. Est-ce que tu t'attends à des changements? Excuse-moi. Là, je m'en allais. T'attends-tu à des changements autant, puis je vais te le dire tout de suite, mais sur le terrain, puis avec Masai Ujiri au 2e étage, là, il faut qu'il signe un nouveau contrat, lui aussi. Là. Masai Ujiri va rester, d'après moi. Là, c'est pas vraiment un gros problème. Cet été, je sais pas si je m'attends à de gros changements parce que vraiment, c'est les agents libres de 2021 qui vont être vraiment intéressants. Puis tu peux dire Giannis Antetokounmpo. Moi, j'y crois absolument pas. Donc, on le mentionne pour la cause, mais Anthony Davis, même chose. Moi, je suis convaincu qu'il reste à LA. Il y a une couple de noms comme ça, puis moi, j'y crois pas, mais veut pas. Masai Ujiri n'a pas le choix d'économiser de l'argent pour cette saison-là, puis essayer de faire un pitch pour Giannis Antetokounmpo. Donc, cet été, je pense qu'on va se limiter un peu. Puis, les gros dossiers, principalement, c'est Serge Ibaka et Marc Gasol, les 2 centres de l'équipe. Je pense que Ibaka va re-signer. Marc Gasol, je ne suis pas trop sûr, mais il va falloir faire attention avec l'argent parce que Marc Gasol, en série, a été assez décevant. Puis, il ne rajeunit pas non plus, là. Non, c'est ça. C'est un gars qui est quand même assez vieux. Il est passé son prime. Ibaka, lui, tout le contraire, a été magique en série, magique en saison régulière. Là, à ce moment-là, il n'y a rien que tu peux lui reprocher.
Je me demande si Gasol va revenir. D'après moi, Ibaka revient. Mais si Gasol part, ce sera pour laisser une place peut-être à Chris Boucher. J'ai pas l'impression qu'on va aller chercher un autre gars sur le marché des joueurs autonomes parce que les centres qui sont disponibles en ce moment, ben, c'est des gars qui ne cadrent pas du tout dans le système des Raptors. Okay. Parlant de ça, les agents libres, c'est qui les gros noms cette année qu'il faut regarder quand même? Ouais. Il n'y a pas grand-chose? Hey, cette année, là, je te dis, il n'y a vraiment pas grand-chose. Montrezl Harrell est agent libre. DeMar DeRozan risque de devenir agent libre. Je vais te sortir la liste en même temps, je pense, pour pas en oublier. Là. J'ai vu l'article sur Montrezl Harrell qui disait qu'il serait un mauvais fit, probablement. Ouais, je suis pas particulièrement d'accord parce que Montrezl Harrell a 50 tirs à 3 points en carrière et les Raptors, c'est une équipe qui veulent que leurs 5 joueurs sur le terrain soient capables de tirer. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne avec l'équipe. On a besoin des gars qui stretchent le terrain. Mais écoute, je viens de sortir la liste pour vous en parler, puis sérieusement, j'ai rien oublié. Ça répond à ma question. Non. En 2020, là, il y a vraiment rien pantoute. Je dis rien pantoute, mais c'est parce que c'est pas des joueurs d'impact, puis c'est pas des joueurs que je vais être excité de vous parler, mais tu sais, un gars comme Paul Millsap, puis Hassan Whiteside, ils sont bons, mais tu sais, ils ne changeront pas une équipe de là. Je les veux pas à Toronto. Fait que vraiment, en 2020, là, c'est ordinaire. OK. Les playoffs en général, outre les Raptors, comment tu trouves ça? Qui ton équipe? Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Les séries cette année, c'est fou. C'est complètement fou. C'est triste parce qu'on nous a vendu Lakers-Clippers à un bout. Et puis, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Les Nuggets de Denver qui ont battu les Clippers en 7, mais ça, c'était une super belle série. Puis les Nuggets qui reviennent d'un déficit de 3-1 dans 2 séries consécutives. Première fois de l'histoire. Pas contre n'importe quelle équipe. Les Clippers et le Jazz. 2 bonnes formations de basket. Jamal Murray a juste totalement changé dans la bulle. Puis Nikola Jokic, c'est le meilleur centre de la ligue. Ils jouent bien quand ils sont au bord du gouffre. Ils ont beaucoup d'énergie, puis ils ont une équipe très complète, puis bien soudée. Donc ça c'est pas mal pour l'Ouest. C'était pas mal les grosses storylines. Puis dans l'Est, écoute, beaucoup de personnes ont été surprises de voir les Bucks éliminés par le Heat. Moi, j'avais le Heat dans cette série-là. Steven A aussi, hein? Ouais. Pour moi, c'était pas une surprise quand c'est arrivé. Peut-être que ça se termine en 5, oui. Mais d'un autre côté, je voyais vraiment le Heat comme la kryptonite des Bucks. Parce qu'on était vraiment capable de limiter Giannis. Mm-hmm. Quand Giannis ne fonctionne pas, puis que c'est quand même lui qui a le ballon entre les mains pour le monter, puis c'est pas Chris Middleton ou avec Bledsoe, ça fonctionne pas. Puis même si Giannis performe, pour moi, c'est un gars qui doit jouer off the ball. Donc, quand il n'y a pas le ballon entre les mains, c'est Chris Middleton qui doit monter le ballon. Fait que ça, c'est pas mal ça. La série finale, Celtics Heat, c'est très enflammé. C'est 2 équipes, je trouve, très, très, très similaires. C'est dur de choisir un... T'as le monstre à 3 têtes qui appelle à Boston, qui est Jaylen Brown, Jason Tatum. Ça va être une excellente équipe de basketball. Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est 2 gars qui, autant offensivement et défensivement, sont tellement versatiles. C'est pas les gars nécessairement les plus grands. Je pense que Jaylen Brown fait 6 pieds 6, mais le reach, on parle souvent de la taille au basket, mais encore plus important, c'est ton wingspan. Ces 2 gars-là, c'est qu'ils ont un gros wingspan, puis ils sont bons défensivement et offensivement. C'est 2 jeunes vedettes. Les 2 ont 23 ans et moins. Dans les prochaines années, les Celtics vont être vraiment très durs à affronter. Puis ça, c'est juste le début de ce qu'on voit. Par contre, le Heat, ce qui arrive, c'est que c'est l'équipe qui ressemble le plus au Golden State, à Golden State depuis que l'équipe s'est effondrée l'année passée, parce qu'on sait qu'elle va revenir l'année prochaine. C'est l'équipe qui ressemble le plus. Tyler Hero puis Duncan Robinson, c'est pas Steph Curry puis Klay Thompson, mais ils jouent le même rôle. Avec Adebayo au centre. Adebayo, il joue pas mal le rôle de Draymond Green, mais en étant au moins 10 fois meilleur offensivement. Ouais, c'est ça, exactement. T'as Jimmy Butler, shit, man. Exact. Jimmy Butler, ça, c'est un pitbull. C'est un gars qui est complètement différent en série. Sérieux,
tout au tout, c'est un très, très bon club de basket. Je te ramène en arrière, moi, un peu Nuggets, Clippers. C'est-tu les Clippers qui l'ont échappé ou les Nuggets qui ont été meilleurs? Oh! J'ai entendu, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Kawhi qui parlaient du IQ basket. Puis je veux dire, quand une équipe a 3 matchs pour closer une série, tu sais, 3 balles de match, là, puis que tu mènes par plus de 10 points à la mi-temps lors des 3 matchs et que tu perds les 3 matchs, je pense que tu l'as échappé. Puis, tu sais, moi, je considère que les Clippers ne se sont pas fait éliminer. Je considère qu'ils se sont fait humilier. Fait que, oui, je te dirais que les Nuggets ont leur mérite là-dedans, mais les Clippers l'ont échappé solide. Hey, match numéro 7, série winner go home. Kawhi Leonard et Paul George, 0 points au 4e quart. Inacceptable. Inacceptable. Wow. Ouais, c'est effectivement inacceptable pour ces deux gars-là, c'est sûr. Paul George va traîner sa réputation de choker. Comment tu le trouves, Paul George? Quoi? Comment tu le trouves? Écoute, moi, j'ai pour mon dire que ses performances sur le terrain, c'était très décevant, oui. Mais c'est un gars qui a eu de la difficulté avec la dépression dans le bulle. Donc, je fais attention. Il y a eu de la misère, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs joueurs. Tu es dans la bulle, tu n'étais pas avec ta famille pendant un bout. Les circonstances sont différentes. Tu n'as pas les fans derrière toi. Pour l'instant, je donne le bénéfice du doute, mais c'est un gars qui, depuis des années, quand même, traîne une réputation de choker. Puis, j'aime pas utiliser ce mot-là. Moi, je le traite pas de choker. Je dis qu'est-ce qu'il dit à son sujet. Non. Mais, tu sais, les surnoms manquaient pas en série. Pandemic P, PG 13%. Tu sais, c'est... Mais c'est parce que lui, il se promène dans le fond, moi, ce que j'ai cru comprendre en étant un nouveau fan, c'est qu'il se promène d'une équipe à une autre sans jamais réussir à se rendre au bout. Puis... Ouais, avec les Pacers, c'était un peu difficile parce que tu avais comme LeBron James dans la même conférence qui allait en finale à chaque année, que ce soit avec le Heat ou les Cavaliers. Avec OKC, moi, j'attribue peut-être plus ça à Russell Westbrook, qui est pas un joueur que j'aime particulièrement. Il est excitant à voir, puis c'est un gros dunker et tout, mais c'est pas un style que j'aime. Là, le problème, peut-être, c'est que Paul George, c'est pas le numéro 1 à LA. C'est Kawhi. Il y a quand même une différence, que tu le veuilles ou non, quand tu es le go-to guy et que tu as tous les tirs importants versus quand tu as un rôle secondaire. Donc, c'est peut-être ça le problème. Je me le demande du moins. Tu sais, Kawhi et Paul George sont deux gars probablement top 10 au pire top 15 dans la NBA. Au pire top 15, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis selon moi, devait passer à travers des Nuggets, comme tu dis, 3 matchs pour le faire. Kawhi a montré l'an passé qu'il était capable d'être clutch. Il a peut-être besoin d'un peu d'aide, tu sais, qu'il a eu justement l'an passé pour l'amener lui à un autre niveau. Vois-tu, 2 joueurs top 15 dans NBA, c'est beau. Mais est-ce que c'est vraiment 2 gars qui se complètent très bien? Pas nécessairement. Pas. Tu sais, c'est 2 alliés qui sont élites défensivement. C'est peut-être les 2 meilleurs défensivement de la ligue. Mais tu sais, Kawhi, ça fait pas si longtemps que ça. C'est un bon closer. C'est 2 joueurs très similaires, all in all. Puis quand Paul George ne réussit pas de la ligne de 3 points, ça marche pas. Tandis que si tu compares à Anthony Davis puis LeBron James à Los Angeles, qui sont 2 gars top 5, moi je dirais même top 3 à mon avis, là, personnellement, c'est différent. Parce que LeBron James, c'est le moteur de l'équipe. Puis Anthony Davis, c'est un peu celui qui va aller terminer les jeux de LeBron, qui va profiter de son talent de playmaker. Donc, les 2 gars, ils se complètent super bien. Puis Anthony Davis, il est bon défensivement. LeBron James, il peut compter sur lui. Donc, c'est plus logique de voir, ce duo-là se complète versus 2 alliés versatiles qui ont sensiblement le même impact. C'est là que j'allais t'amener, justement, parce que tu parles de Paul George puis Kawhi qui n'ont pas l'air de très bien se compléter, ou Paul George qui n'accepte pas nécessairement son rôle de 2e. Mais à Golden State, je pense que c'était 5 vedettes là, sur le starting line-up, puis ça se complétait quand même bien. Fait que c'est là, ton explication est bonne. Il y avait quand même une hiérarchie. Exact, c'est ça, exact. Il faut que tu l'acceptes, cette hiérarchie-là. Tout le monde a son rôle, puis dans une équipe de championnat, il faut que tout le monde adhère. Il faut que tout le monde, c'est important, là, c'est tellement. Oui. Il y a des livres qui se sont faits sur ça, puis tu sais, Phil Jackson, c'est un gros fan de cette idée-là. Puis moi, j'adore ça. Puis tu sais, tu regardes à Golden State,
ça a arrêté de marcher quand il y a eu des frustrations au niveau de Kevin Durant. Puis quand tu avais, disons, Curry, Thompson, puis Kevin Durant, ben c'est pas compliqué. Steph, c'est le shooter, c'est le gars qui crée des tirs, qui va dribbler, créer des tirs, faire les passes. Klay Thompson, c'est un spot-up shooter. C'est un gars qui, quand il est ouvert, tu vas lui passer le ballon, il va réussir ses tirs. Kevin, ben, puis défensivement aussi, on doit le dire, là, c'est un excellent défenseur. Ouais, ça, tu avais Andre Iguodala, qui était un défenseur, qui était principalement là pour être un 3&D, un défenseur. Kevin Durant, qui peut juste... C'est un bon gars en isolation. Tu sais, tu lui donnes le ballon, puis il est tellement grand, il fait 7 pieds, il tire au-dessus de tout le monde. Draymond Green, défensif, puis c'est un facilitateur pour Steph et les autres joueurs. Puis le centre, ben, ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'on jouait du small ball. Donc, tu vois, tout le monde a son rôle, puis défini. Puis je pense qu'il n'y avait pas trop de overlap sur les rôles. Tandis que quand tu regardes à LA, j'ai de la misère à voir qui fait quoi, puis comment ça ne overlap pas, puis comment ça peut ne pas faire des jaloux entre les joueurs. OK. Moi, je veux savoir, en étant, encore une fois, je vais répéter, je suis un nouveau fan. Mais moi, depuis l'année passée, là, écoute bien ça, Kevin. Là, j'écoute pas chaque game de basket, mais j'ai vu l'an passé live la shot de Kawhi contre les Sixers. J'ai vu j'ai vu la shot de OG Anunoby. Ouais. Three-pointer, il restait 0.5 secondes, je sais pas trop, l'autre fois, buzzer beater pour gagner la game. Puis j'ai vu la shot de Davis live aussi la semaine passée. Tu chanceux, ça arrive-tu à tous les soirs? C'est quoi qui se passe? Un game winner dans un match numéro 7, buzzer beater, ça, t'es chanceux en maudit, parce que c'était la première fois de l'histoire. Des buzzer beaters, je dirais pas que t'es chanceux, ça arrive relativement souvent en série. Juste l'année passée, on a vu Damian Lillard qui a envoyé les Rockets de Houston à la maison avec un buzzer beater sur Paul George, justement. Et non, je pense que à date, on a des belles séries, puis le meilleur est peut-être à venir. Mais ça arrive quand même souvent des tirs comme ça, sauf que à chaque fois que ça arrive, t'es quand même très heureux. Anunoby, je sautais partout dans mon salon. Non, pour vrai, moi, surtout les circonstances, les Raptors étaient à 0.5 secondes de tirer de l'arrière 3-0. C'était terminé. Exact. Ce match-là, c'est terminé. Et 0.5 secondes, tu t'attends pas à ça. OG Anunoby, c'est pas particulièrement un tireur d'élite. Donc, en 0.5 secondes qu'il a été capable de réussir ce tir-là, moi, j'en revenais pas. Mon tweet était prêt pour dire, bon, ben c'est fini pour les Raptors, on perd 3-0. Et puis là, j'ai eu de la misère à me retenir de ne pas crier parce que mon frère, il faisait dodo, là. Mais non, c'était tout un tir. Mais celui d'Anthony Davis, là, mon Dieu. Beau, hein? Ouais. On voit le bas. En tout cas, c'était. Tu sais, moi, Anthony Davis, je ne l'ai pas vu jouer 10 fois, là. Je regardais ça, c'était le lancer parfait, là. Mais encore une fois, c'est pas un créateur de tir. C'est pas un gars qui est reconnu pour ça. C'est un gars qui est reconnu principalement pour être bon proche de l'anneau, puis avoir des bons post-moves, puis être bon défensivement. Mais, tu sais, n'importe quel joueur de la NBA a ça en lui. Et il est capable de réussir ces tirs-là. Mais, tu sais, il y avait le sang-froid, là. Il fallait avoir le sang-froid pour réussir ces tirs-là, puis il disait après, on ne veut pas perdre dans l'uniforme noir parce que c'est l'uniforme designé par Kobe. Puis après le panier, tu peux le voir crier « Kobe! » C'est l'énergie du Mamba, je pense. Puis, tu sais, ce que j'ai entendu cette semaine, c'est que lui et LeBron, la discussion qu'il y avait juste avant de faire la passe, c'est tu prends la shot. Ah ouais? Ouais. Ben, LeBron, il veut donner quand même un bon spotlight à Anthony Davis. Puis, tu sais, il y a eu des critiques, il y a eu du monde qui ont dit « Ah, LeBron, il voulait pas le dernier tir. » Tu sais, c'est pas... ouais, mais ça, c'est... En anglais, on dit « He didn't have the hot hand. » Genre, il était pas... en feu. Non, non. Tu sais, c'est normal. Puis, tu sais, le monde qui dit « Ah, LeBron, il est pas clutch. » Regarde les stats, là. C'est le meilleur de l'histoire dans les moments les plus... Pas mélanger les affaires, là. Game 7, c'est le gars le plus clutch de l'histoire. Puis les gens ont la mémoire courte parce que vous irez voir le buzzer beater de LeBron James sur OG Anunoby la dernière année de Dwayne Casey à Toronto. Hey, tu peux pas avoir plus le sang-froid que ça. Tu es en déséquilibre, en lay-up avec ta main. Hey,
à un moment donné, ça va faire. Je veux dire, c'est LeBron James, oui, mais comme tu dis, s'il n'y a pas la hot hand ce soirée-là, il y a Anthony Davis à côté de lui. C'est assez facile de dire, gars, mon gars, t'es en feu à soir, vas-y. Si tu penses que, mettons, je sais pas, moi, un power play à Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley, que ce soit Kucherov ou Stamkos qui prend un shot, on s'en calisse. Ah, c'est ça. Tu peux pas blâmer Kucherov. Il voulait pas le donner. Non, il voulait pas le puck, mais non. C'est différent au hockey parce que c'est pas nécessairement tout le temps do or die. Là. Un but, c'est très, très, très rare. Donc, rater un tir, il n'y a pas de critique là. Non, c'est ça. C'est tellement un jeu d'une possession à l'autre que rater un tir gagnant en fin de match, c'est sûr que tu vas avoir des critiques, mais à un moment donné, il ne faut pas charrer. C'était tellement beau à voir. Avant de te lancer sur la suite des choses dans les séries, je veux savoir un peu parce que la bulle, en fait, j'ai pas entendu parler tant de la bulle dans la NBA, mais j'ai entendu Kevin Bieksa au hockey dire que les équipes qui sont rendues jusqu'au bout présentement, c'est parce que c'est des joueurs qui trippent sur le hockey. C'est des passionnés de hockey. Mm-hmm. Oui, ils ont envie de voir leur famille comme les autres, là, mais il y a des équipes clairement qui étaient en série, qui avaient hâte de sortir de la bulle, puis ils n'étaient pas aussi passionnés qu'au niveau hockey. Basket, c'est-tu un peu le même feeling que tu as par rapport aux équipes qui sont rendues là? Est-ce que tantôt tu parlais de Paul George là, qui avait des symptômes de dépression un peu? Comment ça s'est passé la bulle dans NBA? Ben, généralement, je te dirais que ça a très bien été, puis il n'y a pas eu tant d'histoires comme ça, comme celle de Paul George à ce niveau-là. Les joueurs ont vraiment aimé l'expérience, puis je pense que la différence principale entre le hockey, ou mettons ce qu'on a vu, Tuukka Rask qui a eu de la misère, puis qui a quitté la bulle, oui, à cause de son enfant, mais aussi principalement parce que il disait ça a l'air des matchs préparatoires, ça n'a pas l'air des matchs de série. C'est que dans NBA, c'est tellement intime, tu sais, ça paraît pas qu'il n'y a pas de partisans. Sincèrement, là, moi, je regarde les matchs à tous les soirs, puis à chaque semaine, il faut que je me rappelle, hey, personne dans les estrades, c'est des partisans virtuels, puis c'est la famille des équipes qui sont au match. Il faut que tu le considères. C'est mieux, je pense, au basket à ce niveau-là, parce que le terrain est plus petit, c'est intime, tu peux fermer tous les contours, puis tu vois pas des toiles grises tout autour. Ça paraît à moi. Et on fait toute une job avec le virtuel, là, voir les gens. Ouais, la NBA, c'est très, très bien fait ça. Là. Objectivement, c'est bien ce que la LNH a fait, mais ça ne pouvait jamais battre ce qui s'était passé au basket. Non, d'accord avec ça. Mais on s'entend que la NHL a quand même steppé up solide. Là. Les NBA et eux autres, c'est facilement les deux organisations. Ouais, puis la NFL a steppé up en ayant des fans aussi. Là. ouais. Mais non, c'est ça. Ça a bien été. Par contre, je dois dire, c'est sûr que les équipes en ce moment, ils ont l'air de vraiment vouloir être là, mais si c'était ça le principe, je pense que les Raptors y seraient encore. Une équipe que je vais dire, par contre, que je ne suis pas surpris de voir dans ces circonstances-là en finale, c'est le Heat de Miami. Parce que, tu sais, Jimmy Butler, il n'a pas invité tout le monde de sa famille dans la bulle. Pourquoi? Il a dit pas de famille. Non, c'est un business trip. Pas de famille. C'est un voyage d'affaires. Prends ça au sérieux. Là. Puis le Heat, c'est une équipe qui a une éthique du travail tellement exemplaire que moi, je ne suis pas surpris du tout. Okay. C'est intéressant. Où est-ce que tu vois, là où je t'amène complètement ailleurs, je t'ai entendu en fin de semaine parler du draft. Les fameux Golden State Warriors, ça trouve-tu le joueur qui leur manque pour repartir pour quelques années? Ah, bon, OK. Les Warriors de Golden State. Donne-moi l'ordre du repêchage. L'ordre du repêchage. 1, 2, 3, 4, 5, maintenant. Ouais, tu as Minnesota en premier, Golden State en deuxième. Après ça, tu as les Hornets quatrième. Les Hornets troisième, Chicago quatrième. Ça, c'est le choix. Ça, c'est les 4 choix qui ont été déterminés par la loterie. Les Knicks ont glissé, mais ça, c'est une autre histoire. Puis c'est surprenant, parce que les Knicks gonna be Knicks. Là, les Warriors vont avoir le deuxième choix. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, sincèrement. Ils pourraient échanger, premièrement. Ils pourraient faire un package Andrew Wiggins, parce qu'on l'oublie, mais Andrew Wiggins, il est à Golden State. Là. Wiggins, deuxième choix overall pour aller chercher quelque chose de mieux. Ça peut se faire parce que Wiggins gagne un gros salaire, donc ça débloque le fait que tu peux aller chercher un gars qui est assez bon. Ça, c'est possible. Puis, s'il décide de faire un choix avec ce deuxième choix-là,
C'est sûr que si tu me poses la question à moi, la réponse est différente qu'à d'autres gens parce que mon ordre de repêchage est très différent. Tu as des gens qui vont dire, bon, ben, envoyez LaMelo Ball dans un environnement qui est bon, avec une bonne éthique du travail. Moi, j'y crois pas pantoute à ce gars-là. Fait que quand tu as parlé de son intelligence, moi, c'est rien contre le gars, là, mais c'est pas un gars que j'apprécie particulièrement à cause justement de son intelligence sur le terrain puis plusieurs actions. L'entourage aussi, là. L'entourage, oui, mais le jeu sur le terrain, à un moment donné, c'est lui, là. Oh, ouais, non, mais tu sais, le père et tout ça, là, c'est assez spécial, là. Moi, je suis très high sur Danny Avdija, qui est un Israélien qui n'est pas dans le top 3 de tout le monde. En tout cas, moi, je l'ai numéro 1. Puis, ce gars-là, dans le fond, moi, je regarde ça et je me dis, crème, c'est le nouveau Giannis Antetokounmpo en termes d'éthique du travail. Tu sais, Giannis, un moment donné, c'était un jeune athlète frêle de 6 pieds 8 qui jouait en Europe dans une ligue grecque. Et il est devenu le monstre qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que son éthique du travail, puis d'où il venait, lui a appris qu'il fallait que tu travailles fort pour atteindre tes buts. C'est ça qui est arrivé. Ben, Danny Avdija, c'est un Israélien qui joue dans la Ligue israélienne et dans l'Euroleague, qui brille sur la scène internationale et qui a l'air d'avoir toute une étude du travail aussi. C'est l'un des atouts principaux que les recruteurs voient en ce gars-là. Donc moi, je me dis, dans un environnement comme Golden State, avec Steve Kerr, puis bien entouré, avec des gars de même, il pourrait se développer. Par contre, c'est un projet de plusieurs années. Donc là, c'est aux Warriors de voir est-ce qu'on veut quelqu'un qui va aider là. Si tu veux quelqu'un qui va aider là, ben, ça dépend qui les Wolves prennent premier. Parce qu'Anthony Edwards, il peut aider. Puis, tu sais, James Wiseman, il y a beaucoup de gens qui disent qu'au centre, ça pourrait être bon. Moi, on dirait que je crois même plus au centre dans la NBA moderne. Donc, je me dis, on ne gaspillera pas un choix numéro 2 pour ça. Puis sinon, c'est tellement un repêchage faible que tu sais pas qu'est-ce que les joueurs vont t'apporter au deuxième rang. Tu sais, mettons, là, premièrement, il n'y a pas de choix consensus numéro 1. Okay. Deuxièmement, si R.J. Barrett était dans ce repêchage-là, il était 3e l'année passée, d'après moi, c'est unanime que c'est le numéro 1. Okay. Ça te donne une idée quand même. Ça, c'est selon moi. Là, je m'en allais te demander, il n'y a pas de Zion, il n'y a pas de Ja Morant. Non, pas du tout. Puis je te dirais même que, tu sais, mettons, Anthony Edwards sort numéro 1. C'est un gars de Georgia, c'est un combo guard. S'il sort numéro 1, tu es capable de faire l'argument qu'il aurait sorti 4 ou 5, pas 4 ou 5, excuse, mais 5 ou 6 l'année passée. Tu es capable de faire l'argument. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans, je vais dire qu'il va 4, mais c'est juste faible comme repêchage, c'est pas super deep. Puis moi, tous les gros espoirs, j'ai des red flags, donc c'est pour ça que, mettons, si vous regardez les analyses de repêchage, vous allez voir LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Harden, Obi Toppin, Onyeka Okongwu. Ça, c'est comme les principaux. Mais moi, j'ai tellement de red flags sur ces gars-là que dans mon top 5, puis tu as pu l'entendre, David, à l'émission en fin de semaine, j'ai des gars comme Killian Hayes, qui n'est pas nécessairement dans le top 5 de tout le monde, puis un gars comme Devin Vassell, qui est lui aussi un autre guard / ailier. Ouais, lui, tu le compares. En tout cas, c'était-tu lui que tu comparais à Marcus Smart? Ben, un Marcus Smart, non, ça c'est Obi Toppin. Obi Toppin, c'est un Marcus Smart plus grand peut-être, là, mais non. Tu disais Durant, mais pas. Ben ça c'est. Ouais, Manu, il a dit ça sur Devin Vassell. Il a dit. Écoute, je comprends sa comparaison. Il l'a vu plus jouer que moi. Je me suis fait une idée sur lui quand même assez récemment. Mais comme je l'ai dit à l'émission, puis je sais que c'est cliché, puis tu veux entendre une grosse analyse, mais c'est une question de feeling. Tu le vois jouer, puis tu sais, il est bon des deux côtés du ballon, il est énergique, offensivement, il est capable de créer son tir. Moi, j'adore ça. Puis c'est pour ça que je le monte dans mon top, tandis qu'il y en a d'autres qui glissent. Ben, c'est legit, là. Tu sais, au hockey, on s'est fait un draft, mon PGF, puis en dehors du top 3, 4, là, même 3, moi, je vais au feeling. Je vois le gars que j'ai vu jouer, puis que j'aime son style, j'aime ce qu'il joue, ben c'est lui, je prendrais là, tu sais. J'ai deux petites questions pour toi, Kevin, bien rapides, juste parce que vous parlez de draft de même. OK, là, on va sur YouTube, puis on regarde les gars jouer. Il y a des sites à quantité industrielle qui nous montrent les gars jouer. Basket, tu vas où pour voir jouer des gars de même? Avant la moitié de l'année passée, 2020. En fait, avant, je pense,
c'est arrivé, en tout cas, pendant l'année scolaire, là, pendant le temps des fêtes, je pense, il y avait un site, prospectshift.com, qui était ma source numéro 1, qui avait des vidéos qui étaient, bon, ben, on suit l'espoir pendant tous ces shifts pendant le match. Ça, c'était super, super intéressant. Mais là, ça n'existe plus. Donc, il faut que tu fouilles autrement. Ça doit être bien du temps, mettons. Écoute, moi, j'ai eu de la difficulté pas mal. Cette année, on parle beaucoup du draft dans mon émission du matin, le samedi-dimanche avec FX. Puis, on en parle bien, mais il faut que tu creuses en maudit. Là, parce que je te dirais que cette année, c'est pas une belle année pour aller chercher. Il faut que tu ailles vu jouer les gars en live au championnat du monde junior. Il faut que tu ailles voir des vidéos breakdown de différents analystes, puis sites, puis lire sur le gars, puis voir en masse de stock parce que tu n'en as pas autant qu'avant. Moi, j'ai de la misère cette année, puis je pense que ça va flouer un peu mes résultats dans mon mock draft, puis j'ai pas peur de le dire. Je suis pas un recruteur professionnel, donc je fais avec ce que j'ai. Cette année, je te dis, c'est vraiment dur. Là. Autre question, je te lance là-dessus. Tantôt, tu nous as dit que les agents libres, c'est vraiment mauvais cette année. Ouais. Le draft est mauvais cette année. Nous autres ou des free agents dans la NBA? Non, pas nous autres. Les agents libres dans la NBA. Nous autres, on est bons. Les agents libres, c'est mauvais. Le draft est mauvais. Est-ce que c'est une année où est-ce qu'on pourrait voir beaucoup de transactions? Tu sais, tantôt, tu parlais d'exemple, choix numéro 2. Puis Wiggins, est-ce qu'on pourrait voir, mettons, une transaction pour Antetokounmpo, mettons? Est-ce que c'est une année de transaction? Est-ce que c'est une année où est-ce que les équipes vont aller chercher la profondeur? Bon. Vu qu'on va sur Giannis, on va en parler. Moi, Giannis Antetokounmpo, je suis prêt à mettre ma main au feu qui ne quittera pas Milwaukee. Sincèrement. Mais, les équipes vont quand même essayer d'aller le chercher. C'est une opportunité en or. Puis les Warriors sont probablement le club qui est le mieux placé pour aller le chercher parce que tu as des gros salaires. Tu peux donner Andrew Wiggins, tu peux donner le choix numéro 2 qui a bien de la valeur. Tu as le choix de Minnesota aussi en 2021. Tu peux aussi, s'il y a de quoi, tu peux donner Draymond Green. Donc, c'est l'équipe qui est le mieux en position pour faire une offre à Milwaukee, mais j'y crois pas. J'y crois pas sincèrement. Puis même sur le marché des transactions, il n'y a pas tant de gars parce que les équipes aiment ça garder leurs joueurs étoiles. Puis, mettons, moi, le gars qui me vient tout le temps en tête quand je pense à une transaction, c'est Bradley Beal à Washington. Mais Bradley Beal, il vient de signer une extension. Puis c'est lui qui a eu plus de points per game cette année? Non, c'est Harden, je pense. Je pense que j'ai vu ça. Il a average plus de 30 points par match. Ouais, c'est ça. 30. Mais c'était le gars qui a average le plus de points à ne pas avoir été nommé sur le All-NBA Team. Je pense que c'est ça la statistique que tu fais référence, mais là, tu me prends à dépourvu et tu me mets des doutes dans la tête. Tu ferais Bradley Beal? Ouais, regarde, moi, Bradley Beal, je suis à Washington, je suis dans un trou depuis plusieurs années, il n'y a rien qui me non, moi, je veux dire, je prends mes équipes qui claquent puis je m'en vais quelque part d'autre. Mais visiblement, ça ne fonctionne pas comme ça en ce moment pour les Wizards et Bradley Beal. C'est le gars qui serait le plus intéressant pour moi, mais je ne le vois pas arriver. Une transaction qui pourrait se passer cet été, puis moi, je suis très confiant que ça va arriver. Chris Paul à Milwaukee. Si ça arrive, on va voir Giannis un peu plus heureux. Là. Ouais. Parce que là, Eric Bledsoe, qui est le point guard des Bucks, ça ne marche pas super bien. C'est encore un bon joueur, mais ce n'est pas nécessairement lui qui cadre le mieux. Donc, Giannis a besoin d'aide. Les Bucks veulent prouver à Giannis qu'il est capable de gagner à Milwaukee. Donc, aller chercher un vétéran comme Chris Paul, ça se fait niveau monétairement. C'est sûr qu'il faut que tu donnes plusieurs joueurs. Bledsoe gagne beaucoup d'argent, donc ça peut déjà faciliter la tâche. Mais j'y crois, sincèrement. Ça sera une bonne trio, Giannis, Middleton, Paul ensemble. Ouais. Paul, Middleton puis Giannis, là c'est différent. Jusqu'à temps que soit Middleton step up puis que ce soit une option numéro 1 pour créer des tirs, ou que les Bucks aillent chercher un gars comme Chris Paul ou un Bradley Beal ou un guard qui est capable de tirer puis de créer. Je pense pas que les Bucks vont gagner. Juste Giannis puis la version actuelle de Middleton, j'y crois pas. Okay. C'est pas... la nouvelle NBA est trop dépendante de la ligne de 3 points pour que ça fonctionne, à mon avis. OK.
Qui remporte la finale? Lakers. Lakers contre qui? Lakers contre le Heat. Okay. Facile ou... Je pense, écoute, c'est dur parce que cette année, tout se passe, là. Il y a des surprises et tout. Donc, moi, je ne mettrai pas d'argent sur rien jusqu'à la fin des séries. T'avais l'air sûr des Lakers, pourtant. Ouais, à part peut-être ça. J'ai la même finale que toi, mais je vais prendre le Heat, le gagner. OK. Ben, moi, je pense pas que LeBron James sera en finale puis choke contre une équipe comme ça, sincèrement. Puis, tu sais, les Lakers ont aussi pas la pression, mais ils veulent performer pour Kobe Bryant puis gagner un championnat pour lui. J'ai l'impression que cette énergie-là, elle compte pour beaucoup en ce moment. Puis c'est comme l'essence qui les propulse en ce moment, l'uniforme noir de Kobe, justement. Je pense que les Lakers vont avoir le dessus spirituellement et sur le parquet. C'est LeBron James, là. C'est une différente bête en série et c'est une différente bête en finale. Anthony Davis est là. Puis, hey, la clé des séries à Los Angeles, les gars, là, c'est pas LeBron James, c'est pas Anthony Davis, c'est Rajon Rondo. Rajon Rondo qui était blessé au début, c'est le point guard de l'équipe, il est revenu, puis moi, je trouve que c'est la clé. C'est ce qui a fait en sorte que toutes les pièces collent en ce moment. Ben, c'est moi la raison pourquoi je te dis le Heat, c'est que je trouve que position pour position, il y a deux two-headed monsters, le Davis puis LeBron James, mais le reste, puis même, je te dis ça, là, mais tu sais, Jimmy Butler, Adebayo, Robinson, je trouve que, mettons, le starting five, il est plus complet du côté du Heat, disons-le comme ça. Je veux dire, le Heat a un alignement de à peu près 9 joueurs qui font jouer. Ils ont beaucoup de profondeur. Mais. non, mais. C'est pas la même chose. Je veux dire, t'auras beau dire Jimmy Butler, Bam Adebayo. Je veux dire, Butler et Adebayo sont pas dans le top 20 de la NBA. Là. Les Lakers ont 2 top 3. À un moment donné, la logique doit rentrer, la logique doit rentrer en compte. Puis j'ai l'impression que les Lakers sont juste trop forts cette année. Puis tu parles du supporting cast, mais récemment, comme je t'ai dit, Rajon Rondo, il performe. Puis les gars qui étaient supposés frapper de la ligne de 3 points depuis plusieurs jeux, ben, ils commencent à le faire. Là, en ce moment, là, les Lakers jouent leur meilleur basket de la saison. Puis je pense pas que c'est le Heat de Miami, malheureusement. Ben, pas malheureusement, parce que je veux que les Lakers gagnent, mais malheureusement, je pense pas que ça va être possible de les arrêter. Kevin Vallée, un gros merci. Pas de problème. Avant qu'on se quitte, dis-nous donc ce qu'on peut te lire, t'écouter. Répète-nous ça. Là. Bon, faut m'écouter au 91.9 Sport le week-end, le Club École de 8h à 9h le samedi et dimanche. On lance la journée avec vous en parlant de tous les sports, d'espoir, en ayant des entrevues avec des joueurs assez intéressants. Ce week-end, on va présenter William Villeneuve des Sea Dogs, puis pas des Sea Dogs, pardon, des Voltigeurs, et Jérémy Poirier des Sea Dogs. Donc, deux entrevues assez intéressantes. Puis prospect québécois défensif. Ouais. Puis dans les dernières semaines, on a eu Maverick Bourque, on a eu Hendrix Lapierre, on a eu les gros gars, Thomas Bordelot. Ça va très bien. Ensuite, Alley-Oop 360 de 14h à 15h le samedi, puis en rediffusion le dimanche. Ces 2 émissions-là sont disponibles sur Spotify, toutes les affaires que vous voulez. Puis, tu sais, un petit scoop, les gars. Alley-Oop 360, le 3 octobre prochain, on a un gros invité. Je peux pas en dire plus. On a un gars que j'ai envie d'avoir sur le show depuis plusieurs mois. Puis, même si tu le sais, je t'avouerai pas que c'est ça, parce que je le garde secret pour l'instant. J'ai 2 noms en tête. Ouais, j'en ai un, moi, en fait. Vas-y, tu peux le dire. Mais... ou Chris Boucher. J'ai Chris Boucher, moi. On verra rendu là. Mais c'est l'un des deux. Excellent, j'aime ça. C'est super cool, puis j'ai vraiment hâte. Ça va être malade. Tu sais, on parle de gars qui jouent dans NBA. Oh, oui. C'est un gros step. Nice. Ça, c'est pour la radio. Puis alleyhoop360.com, comme d'habitude. On a une belle progression depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, les chiffres ont beaucoup monté avec je ne veux pas dire la fin de la pandémie, parce que là, je déménage dans une zone orange. Là, mais
Ça a monté. On est bien content de la progression. Est-ce qu'on te lit dans les coulisses le 6 octobre prochain? Le 6 octobre prochain. Draft NHL? Probablement. Mais on ne parlera pas trop vite parce qu'il y a aussi le 91 Sport qui pourrait être intéressant. J'ai pas encore parlé avec Anthony Marcotte qui anime le soir, justement, mais j'ai peut-être un petit pitch à lui faire. OK. C'est vraiment pas quoi faire ce soir-là. On va pas me lire sur dans les coulisses pas mal d'autres jours. Là, fait que... on sait que c'est une grosse journée, journée-là, c'est pour ça, mais vous avez une grosse gang. Fait que, ouais, ben, dans la journée, probablement, sincèrement. Dans la journée ou le lendemain. Là. Mais ouais, vous pouvez me lire là-dessus. Puis Twitter, Kevin M. Vallée, mon arrobas. Toutes ces belles plateformes-là, j'essaie d'être un peu multitâche. Yes. Un gros merci, Kevin, encore une fois. Merci à vous autres, les boys, c'est le fun encore. Yeah, salut. Salut, man.